La petite amie de mon fils a ri quand j'ai demandé 5 €. Elle s'est moquée. Je ne suis pas une institution caritative. Je suis restée silencieuse. Elle n'avait aucune idée que cette demande faisait partie d'un plan plus grand. Bonjour à tous. Je m'appelle Sylvie Carpentier, j'ai 64 ans, et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire la plus difficile de ma vie. Une histoire de trahison, de dignité blessée, mais aussi de justice. Avant de commencer, je vous demande gentiment de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de me dire en commentaire d'où vous nous écoutez. Votre soutien compte énormément pour moi. Merci du fond du cœur. Maintenant, laissez-moi vous ramener en arrière. Nous sommes en octobre 2024, à Lyon, dans le quartier de Vèze. Les feuilles d'automne tombent lentement, recouvrant les trottoirs d'un tapis orange et brun. Le ciel est lourd, gris-plomb, et l'air sent la pluie. J'habite depuis 30 ans dans un appartement modeste au 3e étage d'un immeuble des années 70. 3 chambres, cuisine étroite, salon simple avec un canapé beige usé et une télévision qui date d'une autre époque. Les murs sont peints en beige délavé. Pas de luxe, pas d'ostentation. Juste une vie simple, discrète, presque invisible aux yeux du monde. Mon mari, André, 67 ans, est un homme calme, réfléchi, avec des cheveux gris argentés et des mains fortes qui ont travaillé toute leur vie. Nous avons 2 enfants, Aurélie, 38 ans, mariée à Étienne, un homme merveilleux et mère de 2 petits anges, Léo et Emma. Et puis il y a Nicolas, notre fils de 35 ans. Nicolas, mon garçon sensible, intelligent, qui a toujours eu du mal à trouver l'amour. Pendant des années, il a cherché. Pendant des années, il est rentré seul. Et nous, ses parents, nous avons souffert de le voir si seul. Mais cette année, tout a changé. En février 2024, Nicolas nous a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un, une femme nommée Delphine Vidal. 29 ans, cheveux blonds impeccables, toujours habillée comme si elle sortait d'un magazine de mode. Quand il nous l'a présentée pour la première fois, j'ai senti quelque chose dans mon ventre, une tension, une intuition. André aussi. Nous nous sommes regardés discrètement pendant qu'elle parlait, assise sur notre vieux canapé, tenant son sac de luxe comme si elle avait peur qu'il touche le tissu usé. Delphine travaillait dans la communication, disait-elle. Elle gagnait bien sa vie, adorait voyager, fréquentait les restaurants chics du centre-ville. Et Nicolas, notre Nicolas humble et généreux, semblait hypnotisé par elle. Il riait plus fort quand elle était là. Il se tenait différemment. Mais moi, je voyais autre chose. Je voyais la façon dont elle regardait notre appartement avec un mélange de surprise et de dédain à peine dissimulé. Je voyais comment elle évitait de toucher quoi que ce soit. Comment elle fronçait le nez devant le café que je lui servais dans nos tasses simples, sans soucoupe. André et moi, nous avons fondé notre entreprise il y a 35 ans. Une entreprise de logistique basée en Suisse. Petit au début, mais qui a grandi, lentement, sûrement. Aujourd'hui, en 2024, notre patrimoine est évalué à plus de 50 millions d'euros. Mais personne ne le sait. Pas nos voisins, pas nos amis, pas même nos enfants, jusqu'à récemment. Pourquoi ? Parce que nous avons appris, avec le temps, que l'argent attire les mauvaises personnes. Les intéressés, les menteurs, les profiteurs. Alors nous vivons simplement. Nous conduisons une vieille Peugeot 307. Nous faisons nos courses au marché local. Nous portons des vêtements basiques. Et nous observons. Nous testons. Parce que le véritable caractère d'une personne se révèle dans les petits moments, pas dans les grands. Quand Étienne a commencé à fréquenter Aurélie, il y a 8 ans, nous lui avons fait le test. Un après-midi, je lui ai demandé s'il pouvait me prêter 5 € pour acheter du pain. Il n'a pas hésité une seconde. Il a sorti son portefeuille, m'a donné 10 € et m'a dit « Gardez tout, Madame Carpentier. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez jamais. » Ce jour-là, j'ai su qu'Étienne était l'homme qu'il fallait à ma fille, et je ne me suis pas trompée. Aujourd'hui, il est comme un fils pour nous. Mais Delphine devait passer le même test, et nous savions que ce ne serait pas facile, parce que déjà, après quelques mois, nous avions commencé à voir des signes inquiétants, des remarques acerbes, des silences méprisants, des regards condescendants. André avait même fait discrètement quelques recherches sur elle.
Et ce qu'il avait découvert nous avait glacé le sang. Des dettes impayées, des emprunts non remboursés à des amis, des mensonges sur son passé. Mais nous ne pouvions rien dire à Nicolas. Il devait le découvrir par lui-même. C'était un mardi après-midi, gris et froid. La pluie fine tombait sur Lyon comme une bruine glacée. J'étais seule à la maison quand Nicolas m'a appelé. « Maman, Delphine est dans le quartier. Elle peut te déposer à la pharmacie ? J'ai besoin que tu récupères mes médicaments contre les allergies. » J'ai accepté, le cœur battant. C'était le moment, le test. 30 minutes plus tard, Delphine est arrivée. Elle conduisait une Audi A3 gris métallisé, flambant neuve. Elle a klaxonné 2 fois, impatiente, sans sortir de la voiture. J'ai enfilé mon manteau simple, pris mon sac, et je suis descendue lentement, mes genoux me faisant souffrir à chaque marche. Je suis montée dans la voiture. L'intérieur sentait le cuir neuf et son parfum coûteux, un mélange étouffant de jasmin et de vanille. La radio diffusait une chanson pop française à un volume beaucoup trop élevé. Delphine ne l'a pas baissé. Elle m'a jeté un regard rapide, à peine un coup d'œil, puis a démarré sans un mot. « Merci beaucoup de me déposer, Delphine. Je sais que tu étais occupée. » Ma voix était douce, polie, comme toujours. Elle a soupiré. Un soupir long, théâtral, chargé d'agacement. « Ouais, j'étais occupée, mais bon, c'est bon. » Sa réponse était sèche, froide, sans la moindre chaleur. Ses mains manucurées serraient le volant, ses ongles rouges vifs tapotant nerveusement contre le cuir. Nous avons roulé en silence. La pluie frappait le pare-brise en un rythme monotone. Je regardais par la fenêtre, observant les rues grises de Lyon défiler. Les gens marchaient vite, tête baissée, parapluies ouverts. Delphine n'a pas dit un mot de plus. Pas un « Comment allez-vous » Pas un « Vous avez besoin d'autre chose » Rien, juste ce silence lourd, hostile, qui remplissait l'habitacle comme une fumée toxique. Nous sommes arrivés à la pharmacie de la rue de Sèze. Elle s'est garée brusquement, presque en double file. « Fais vite !» a-t-elle lâché, les yeux rivés sur son téléphone portable. Je suis descendue lentement, refermant la portière avec précaution. À l'intérieur de la pharmacie, il y avait du monde. Une file d'attente d'une dizaine de personnes serpentait jusqu'au comptoir. J'ai pris un ticket et attendu, debout, mes genoux me faisant mal. 15 minutes sont passées. Enfin, mon tour est arrivé. « Bonjour, Madame Carpentier. » La pharmacienne, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux châtains et aux lunettes rondes, m'a souri chaleureusement. « Le médicament pour votre fils, c'est ça. »« Oui, s'il vous plaît. » Elle a disparu quelques instants dans l'arrière-boutique, puis est revenue avec une petite boîte blanche. « Voilà, ça fera 18 €. » J'ai ouvert mon sac. Mon cœur battait fort, mais je gardais mon visage calme, neutre. J'ai fouillé dans le compartiment principal. Rien. J'ai ouvert le petit compartiment intérieur avec fermeture éclair. Vide. Mon portefeuille n'était pas là. Évidemment. Je l'avais laissé volontairement sur la table de la cuisine. Mon visage a pris une expression de surprise authentique. Mon Dieu! J'ai oublié mon portefeuille à la maison. La pharmacienne a souri, compréhensive. « Ce n'est pas grave, madame. Vous pouvez revenir plus tard dans la journée. »« Merci. Vous êtes très gentille. » J'ai repris mon sac et suis sortie, le cœur battant la chamade. C'était maintenant ou jamais. Je suis retournée à la voiture. Delphine était toujours sur son téléphone, tapant frénétiquement sur l'écran, les sourcils froncés. Elle n'a même pas levé les yeux quand j'ai ouvert la portière. « Alors, tu as acheté ?» Sa voix était impatiente, agacée. Je me suis installée lentement sur le siège passager. J'ai pris une grande inspiration. « Delphine, j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Est-ce que tu pourrais me prêter 5 €, juste jusqu'à ce qu'on rentre? Je te les rends immédiatement. » Il y a eu un silence épais, pesant. Puis Delphine a levé les yeux de son téléphone, lentement. Elle m'a regardée comme si je venais de lui demander la lune. Ses yeux bleus, froids comme la glace, m'ont scruté de haut en bas. Et puis elle a ri. Un rire court, sec, cassant. Un rire qui m'a transpercé comme une lame de couteau. « 5 €? Sérieusement ?» Elle a secoué la tête, incrédule. « Tu te moques de moi ?» Je suis restée silencieuse. Mon visage ne trahissait rien.
Mais à l'intérieur, mon cœur se serrait. Écoute, Sylvie. Elle a prononcé mon prénom avec un mépris à peine voilé. Je ne suis pas une institution caritative, d'accord? Je travaille dur pour mon argent, vraiment dur. Si tu as oublié ton portefeuille, c'est ton problème, pas le mien. Tu reviendras un autre jour. Le silence est retombé, lourd, écrasant. Je fixais mes mains posées sur mes genoux, mes mains ridées, marquées par les années. Delphine a remis le contact, brusquement. Et franchement, elle a continué, sa voix montant d'un cran. C'est quand même incroyable. Comment tu peux oublier ton portefeuille? Moi, ça ne m'arrive jamais, jamais. C'est une question d'organisation, tu vois, de responsabilité. Je n'ai rien dit. Je regardais par la fenêtre. La pluie tombait plus fort maintenant, martelant le toit de la voiture comme des petits coups de tambour. Les gens couraient sous leur parapluie. Lyon continuait de vivre, indifférente à ma douleur silencieuse. Delphine a continué. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Et puis, tu sais quoi? J'en ai marre d'aider les gens. J'en ai vraiment marre. Toute ma vie, j'ai aidé, j'ai donné. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Rien. Les gens profitent, c'est tout. Ils profitent et ils disparaissent. Une larme a glissé sur ma joue. Une seule. Je l'ai essuyée rapidement, discrètement, en tournant la tête vers la vitre. Delphine ne l'a pas vue. Ou peut-être qu'elle s'en fichait. Je n'aime pas qu'on se serve de moi, tu comprends? J'ai été utilisée trop souvent. Alors maintenant, je fais attention. 5 €. Pour moi, c'est 5 €. Point final. Nous sommes arrivés devant mon immeuble. Delphine s'est arrêtée en double fil, moteur allumé. Elle n'a même pas éteint la radio. La chanson pop continuait de hurler dans l'habitacle. « Bon, voilà, salut !» Elle n'a pas regardé dans ma direction. Ses yeux étaient déjà retournés sur son téléphone. Je suis descendue de la voiture sans un mot. J'ai refermé la portière doucement. Delphine a démarré avant même que je sois sur le trottoir, ses pneus crissant légèrement sur l'asphalte mouillé. Je suis restée là, immobile, sous la pluie fine qui commençait à tremper mon manteau. J'ai regardé la voiture disparaître au bout de la rue, avalée par le trafic de Lyon. Mon cœur battait douloureusement dans ma poitrine. Pas de colère, juste une immense tristesse. Je suis montée lentement les 3 étages jusqu'à notre appartement. Chaque marche me pesait. Pas à cause de mes genoux, mais à cause du poids de ce que je venais de vivre. André était dans la cuisine, préparant du thé. Il a levé les yeux quand je suis entrée. Il a vu mon visage. Il a tout de suite compris. Alors? Sa voix était douce, inquiète. Je me suis assise lentement sur une chaise. J'ai enlevé mon manteau trempé. Exactement comme on l'avait imaginé. Pire, même. André a fermé les yeux un instant. Il a serré les poings. Ce qu'elle t'a dit. Elle a ri, André. Elle a ri quand je lui ai demandé 5 €. Elle m'a dit qu'elle n'était pas une institution caritative. Et ensuite? Ma voix s'est brisée légèrement. Ensuite, elle m'a humiliée. Elle m'a dit que j'étais irresponsable, que je ne savais pas m'organiser, que les gens profitèrent d'elle. André s'est assis en face de moi. Il a pris mes mains dans les siennes. Nicolas doit savoir. Il saura, samedi, pendant le dîner. Les jours suivants ont été étranges, lourds, chargés d'une tension invisible que seuls André et moi pouvions sentir. Nicolas est passé mercredi soir, souriant, heureux, nous racontant combien Delphine était merveilleuse. Elle m'a dit qu'elle t'avait déposé à la pharmacie, maman. C'était gentil de sa part, non? J'ai hoché la tête, souriant faiblement. Oui, très gentil. André a détourné les yeux. Nicolas n'a rien remarqué. Il était aveuglé par l'amour, ou peut-être par l'illusion de l'amour. Jeudi matin, André a reçu l'appel que nous attendions. L'évaluation officielle de notre entreprise en Suisse était terminée. Les experts comptables, les auditeurs, tout était validé. Notre patrimoine net était estimé à 52 millions d'euros. André a raccroché le téléphone et m'a regardé longuement. C'est confirmé. J'ai acquiescé. Alors samedi, on annonce tout. Nous avions décidé depuis des mois que 2024 serait l'année où nous révélerions la vérité à nos enfants. Pas pour les impressionner, pas pour changer nos vies, mais parce qu'ils méritaient de savoir. Et surtout, parce que nous voulions nous assurer que les personnes qu'ils choisissaient de laisser entrer dans notre famille le faisaient pour les bonnes raisons.
Vendredi, j'ai préparé mentalement le dîner. Rien de sophistiqué. Rien qui pourrait laisser deviner quoi que ce soit. Une ratatouille maison, du poulet rôti aux herbes de Provence, des pommes de terre au four, du pain frais de la boulangerie du coin et un fromage brie bien fait, du vin rouge ordinaire, acheté au supermarché à 8 € la bouteille. Tout devait rester simple, normal, comme toujours. Samedi est arrivé. Le ciel était gris acier, mais il ne pleuvait pas. Une journée d'automne typique à Lyon, froide, humide, avec ce vent qui glisse entre les immeubles et vous pénètre jusqu'aux os. J'ai passé l'après-midi en cuisine, André à mes côtés, épluchant les légumes en silence. Nous ne parlions pas beaucoup. Nous n'en avions pas besoin. Après 40 ans de mariage, les mots deviennent parfois superflus. À 19h, la sonnette a retenti. Aurélie, Étienne et les enfants sont arrivés en premier. Léo, 5 ans, s'est précipité vers moi. « Mamie !» Je l'ai soulevé dans mes bras, respirant son odeur d'enfant, de savon doux et de bonheur innocent. Emma, 3 ans, timide, s'est accrochée à la jambe de son père. Aurélie m'a embrassé chaleureusement. « Ça sent bon, maman. » Étienne a serré la main d'André, puis m'a fait la bise. Madame Carpentier, toujours un plaisir. 15 minutes plus tard, Nicolas est arrivé, avec Delphine. Elle portait une robe noire moulante, des talons aiguilles, un collier doré qui brillait sous la lumière du plafonnier. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, lissés, tombant sur ses épaules comme une cascade blonde. Elle tenait un petit sac à main Chanel, authentique, évidemment. Elle est entrée, a jeté un regard circulaire sur l'appartement, et j'ai vu ce micro-froncement de sourcils, ce jugement silencieux, cette déception à peine dissimulée. « Bonsoir Sylvie. » André. Sa voix était polie, mais froide, professionnelle, comme si elle assistait à une réunion de travail ennuyeuse. « Bonsoir Delphine. Entre, installe-toi. » J'ai souri chaleureusement, malgré la boule dans ma gorge. Nous nous sommes installés autour de la table. Léo et Emma jouaient sur le tapis du salon avec leur petite voiture. Les adultes étaient assis, serrés autour de la table rectangulaire en bois clair qui avait accueilli des centaines de repas familiaux. La nappe blanche en coton était propre, mais usée. Les assiettes en porcelaine étaient anciennes, héritées de ma belle-mère. Rien de luxueux, rien d'impressionnant. J'ai apporté les plats. La ratatouille fumante dans un grand plat en terre cuite, le poulet doré et croustillant, les pommes de terre dorées à point. André a servi le vin. Delphine a pris son verre et l'a reniflé discrètement. J'ai vu son nez se plisser imperceptiblement. Trop ordinaire pour elle. « Alors, c'est ça le dîner ?» Elle a lâché la phrase avec un petit rire, regardant Nicolas. Je pensais qu'on allait faire quelque chose de plus. Élaboré. Le silence est tombé. Aurélie a lancé un regard vers moi. Étienne a baissé les yeux. Nicolas a rougi légèrement. Delphine, ma mère a cuisiné toute la journée. Oui, je sais, c'est juste que... Elle a haussé les épaules. Bon, peu importe. Nous avons commencé à manger. Les conversations étaient légères, superficielles. Aurélie parlait de l'école de Léo, Étienne racontait une anecdote sur son travail. Delphine picorait dans son assiette, regardant son téléphone toutes les 2 minutes. Nicolas essayait de maintenir une conversation avec elle, mais elle répondait par monosyllabes. J'observais tout cela en silence. Mon cœur battait de plus en plus fort. Le moment approchait. Alors, j'ai posé ma fourchette. J'ai pris une cuillère et l'ai tapée doucement contre mon verre de cristal. Ting, ting, ting. Un instant, chers auditeurs. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Votre soutien compte énormément. Merci. Tout le monde s'est tu. Les regards se sont tournés vers moi. Delphine a levé les yeux de son téléphone, agacée par l'interruption. Nicolas me regardait, surpris. Aurélie et Étienne se sont redressés, attentifs. Je me suis levée lentement. Mes mains tremblaient légèrement, mais ma voix était calme, ferme. J'ai quelque chose d'important à vous annoncer, à toute la famille. Nicolas a froncé les sourcils. Maman, tout va bien ? J'ai souri, un sourire paisible, serein. Oui, mon chéri,
Tout va très bien. J'ai respiré profondément. André me regardait, les yeux brillants de fierté. Aurélie tenait la main d'Étienne, impatiente. Delphine, elle, semblait ennuyée, comme si j'allais annoncer quelque chose de banal, une recette de famille ou un anniversaire oublié. Aujourd'hui, j'ai reçu une nouvelle importante. Ma voix était claire, portant dans le silence de la pièce. L'évaluation officielle de notre entreprise en Suisse est terminée. Delphine a cligné des yeux. « Votre entreprise ?» J'ai continué, ignorant son interruption. Après des mois d'audit, d'expertise comptable, de vérification, tout est confirmé. J'ai fait une pause. Mon cœur battait comme un tambour. Notre patrimoine est désormais estimé à 52 millions d'euros. Le silence qui a suivi était assourdissant. Aurélie a porté sa main à sa bouche, les yeux écarquillés. Étienne est resté figé, son verre de vin suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Nicolas a ouvert la bouche, incapable de parler. Et Delphine. Delphine a lâché son téléphone. Il est tombé sur la table avec un bruit sourd. Son visage est devenu blanc, blanc comme de la craie. Ses yeux bleus se sont agrandis démesurément. Elle a regardé André, puis moi, puis Nicolas, puis encore moi. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. 50. Quoi? Elle a finalement réussi à articuler, la voix étranglée. André a levé son verre calmement. 52 millions d'euros, notre entreprise de logistique internationale, basée à Genève depuis 35 ans. Aurélie s'est levée et m'a serré dans ses bras, les larmes aux yeux. Maman, papa, je suis si fière de vous. Étienne a serré la main d'André avec émotion. Monsieur Carpentier, félicitations, vous le méritez amplement. Mais Nicolas ne bougeait pas. Il regardait Delphine. Et ce qu'il voyait sur son visage le remplissait de tristesse et de dégoût mêlés. Delphine essayait de sourire. Un sourire forcé, tremblant, pathétique. C'est incroyable. Vraiment. Je ne savais pas. Nicolas s'est levé lentement. Son visage était devenu grave, dur, comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Il a repoussé sa chaise qui a grincé contre le parquet. Tout le monde s'est tu. Même les enfants, sentant la tension dans l'air, se sont arrêtés de jouer. Léo a regardé son oncle avec de grands yeux interrogateurs. Delphine. La voix de Nicolas était basse, contrôlée, mais chargée d'une émotion qu'il contenait difficilement. « Il faut que je te dise quelque chose. » Elle a tenté de sourire, mais ce sourire tremblait sur ses lèvres. Ses mains agrippèrent le bord de la table. « Nicolas, chéri, c'est une nouvelle merveilleuse, vraiment. Je suis tellement heureuse pour ta famille, pour... Arrête. » Le mot est tombé comme un coup près, sec, définitif. Delphine s'est figée, son sourire s'est effondré. La peur a commencé à envahir son regard. Nicolas a inspiré profondément, comme un homme sur le point de plonger dans une eau glacée. « Tu vois, Étienne, là. » Il a pointé du doigt son beau-frère qui était resté silencieux, digne, à côté d'Aurélie. « Mon beau-frère, le mari de ma sœur, le père de mes neveux adorés. » Delphine a hoché la tête faiblement, ne comprenant pas où il voulait en venir. Quand il a commencé à sortir avec Aurélie, il y a 8 ans, mes parents ont fait quelque chose. Un test de caractère. Nicolas marchait, maintenant, faisant les 100 pas entre la table et le salon. Un après-midi, ma mère a demandé à Étienne de lui prêter 5 €, juste 5 €, pour acheter du pain. Le sang a quitté le visage de Delphine. Elle a compris. Oh oui, elle a compris instantanément. Tu sais ce qu'Étienne a fait? Nicolas s'est arrêté, fixant Delphine droit dans les yeux. Il n'a pas hésité une seule seconde. Il a sorti son portefeuille, il a donné 10 € à ma mère et il lui a dit « Gardez tout, Madame Carpentier, et si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez jamais à me demander. » Étienne a baissé les yeux, humble, gêné d'être ainsi mis en avant. Aurélie a serré sa main plus fort, les larmes montant dans ses yeux. Nicolas a continué, sa voix se chargeant d'une tristesse profonde. Ce jour-là, mes parents ont su qu'Étienne était un homme bien, un homme honnête, un homme qui respectait les autres, peu importe leur apparence, leur situation, leur âge. Il a fait une pause.
Un homme qui méritait de faire partie de notre famille. Delphine tremblait maintenant. Elle ouvrait la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortait. Des larmes commençaient à perler au coin de ses yeux, ruinant son maquillage parfait. Mardi dernier, Nicolas a repris, sa voix devenant plus dure. Ma mère t'a demandé de la déposer à la pharmacie. Tu te souviens? Delphine a hoché la tête, les lèvres tremblantes. Tu as accepté, mais tu as râlé. Tu as demandé pourquoi elle ne pouvait pas y aller à pied. Tu as soupiré. Tu as montré ton agacement. Nicolas serrait les poings. Et à la pharmacie, quand ma mère t'a demandé de lui prêter 5 € parce qu'elle avait oublié son portefeuille, tu sais ce que tu as fait? Le silence était total. On aurait pu entendre une mouche voler. Tu as ri. Sa voix s'est brisée légèrement. Tu as ri à la face de ma mère. Tu lui as dit, et je cite, « Je ne suis pas une institution caritative. » Tu lui as dit que tu travaillais dur pour ton argent, que si elle avait oublié son portefeuille, c'était son problème. Delphine a porté une main à sa bouche, les sanglots commençant à la secouer. « Nicolas, je ne savais pas. Si j'avais su, justement. » Nicolas a haussé le ton pour la première fois. « Tu ne savais pas. C'est exactement ça le problème. Tu ne savais pas qu'elle avait de l'argent, alors tu l'as traitée comme si elle ne valait rien. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Delphine, traçant des sillons noirs de mascara. « Et tu sais quoi? Ce n'est pas tout. » Nicolas a sorti son téléphone de sa poche. « Parce qu'après ce que tu as fait, mes parents ont décidé de creuser un peu, de faire quelques recherches sur toi. » Delphine est devenue livide. « Non, Nicolas, s'il te plaît. Les dettes, Delphine. Les dettes que tu n'as jamais remboursées. » Il a fait défiler son écran. « Sarah Moreau, ton ancienne colocataire. Tu lui dois 1 200 € depuis 2 ans. Maxime Dubois, ton ex-collègue, 800 €, jamais rendu. Lucas Bernard, 500 €. La liste continue. Aurélie a porté une main à sa bouche, choquée. Étienne a secoué la tête tristement. Et les mensonges. Nicolas a levé les yeux de son téléphone. Tu nous as dit que tu travaillais dans une grande agence de communication. En réalité, tu es assistante administrative dans une petite entreprise familiale. Tu nous as dit que tu avais une maîtrise en marketing. Tu as abandonné tes études en 2e année. Tu nous as dit que tu étais propriétaire de ton appartement. Tu le loues et tu as 3 mois de loyer en retard. » Delphine sanglotait maintenant ouvertement, ses épaules secouées de spasmes. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je voulais juste. Je voulais vous impressionner. Je voulais être à la hauteur. » « À la hauteur de quoi ?» Nicolas a crié, et pour la première fois, sa voix s'est brisée. « De quoi, Delphine? Nous ne t'avons jamais demandé d'être riche, jamais. Nous t'avons juste demandé d'être quelqu'un de bien. » Il s'est retourné, essuyant rapidement une larme qui avait osé s'échapper. Quand il s'est de nouveau tourné vers elle, son visage était plus calme, mais infiniment triste. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» Sa voix était maintenant un murmure. « Ce n'est pas les mensonges, ce n'est pas les dettes, c'est la façon dont tu as traité ma mère. Cette femme extraordinaire, généreuse, qui a travaillé toute sa vie avec humilité et dignité. Cette femme qui m'a élevé avec amour et qui ne méritait que du respect. » Il a regardé vers moi, et j'ai vu ses yeux briller de larmes. « Et toi, tu l'as humiliée, pour 5 €. » Je suis restée assise, silencieuse, les mains jointes sur mes genoux. Je ne voulais pas de cette attention, de cette défense publique, mais en même temps, je me sentais inondée d'un amour maternel si puissant qu'il menaçait de me submerger. Delphine s'est levée brusquement, la chaise raclant bruyamment le sol. « Je peux tout expliquer, je peux changer. Nicolas, s'il te plaît, donne-moi une chance. Je t'aime vraiment. » Nicolas a secoué la tête lentement. « Non, Delphine, tu aimes l'idée de moi. Tu aimes l'idée de faire partie d'une famille stable, mais tu ne m'aimes pas vraiment, parce que si tu m'aimais, tu aurais aimé ma famille, et tu aurais traité ma mère avec le respect qu'elle mérite. » Il a pris une longue inspiration. « C'est fini, Delphine. Nous deux. C'est terminé, maintenant. » Delphine est restée debout, figée, comme si les mots de Nicolas l'avaient transformée en statue de sel. Ses lèvres tremblaient.
Son maquillage, autrefois impeccable, était maintenant un désastre de mascara noir coulant sur ses joues pâles. Ses mains agrippaient le dossier de la chaise si fort que ses jointures étaient blanches. « Tu ne peux pas faire ça. » Sa voix était à peine un murmure, étranglé par les sanglots. « Pas comme ça. Pas devant tout le monde. » Nicolas a croisé les bras sur sa poitrine. Son visage était un masque de détermination douloureuse. « Si, je peux, et je dois. Parce que tu dois comprendre la gravité de ce que tu as fait. Ce n'est pas juste une erreur, Delphine, c'est qui tu es vraiment. »« Non !» elle a crié, sa voix montant d'une octave. « Ce n'est pas qui je suis. J'ai fait des erreurs, d'accord. J'ai été stupide. Mais je peux changer. Les gens changent, Nicolas. » Étienne a toussé doucement. Tous les regards se sont tournés vers lui. Il a levé une main, demandant la parole avec une humilité qui lui était caractéristique. « Puis-je dire quelque chose ?» Nicolas a hoché la tête. « Bien sûr. » Étienne s'est levé lentement. C'était un homme de taille moyenne, aux cheveux châtains coupés courts, avec un visage honnête et des yeux noisettes qui inspiraient confiance. Il portait un simple pull bleu marine et un jean. Rien de sophistiqué, rien de prétentieux. « Delphine, » a-t-il commencé doucement, « je ne te connais pas beaucoup, nous nous sommes vus seulement quelques fois, mais je vais te raconter mon histoire avec cette famille. Peut-être que ça t'aidera à comprendre. » Delphine l'a regardé, les yeux rougis, attendant. « Quand j'ai rencontré Aurélie, il y a 8 ans, j'étais électricien. Je gagnais un salaire modeste. Je conduisais une vieille Renault qui tombait en panne tous les 2 mois. Je louais un studio de 25 mètres carrés dans le 9e arrondissement. » Il a souri tristement. Je n'avais rien d'impressionnant, rien qui pouvait attirer l'attention. Aurélie a posé sa main sur celle de son mari, le regardant avec un amour évident. Mais Aurélie m'a aimé quand même, et quand elle m'a présenté à ses parents, j'étais terrifiée. Il a ri doucement. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'ai mis ma seule chemise propre. J'ai apporté une bouteille de vin à 12 €, le meilleur que je pouvais m'offrir à l'époque. Il a regardé vers moi et André. Sylvie et André m'ont accueilli comme si j'étais un prince. Ils ne m'ont jamais jugé sur mon travail, sur ma voiture, sur mon appartement minuscule. Ils m'ont jugé sur mon caractère. Delphine écoutait, le visage baigné de larmes. Et puis, un après-midi, Sylvie m'a demandé de lui prêter 5 €. Étienne a souri au souvenir. J'étais avec Aurélie. Nous étions devant une boulangerie. Sylvie a fouillé dans son sac et a dit qu'elle avait oublié sa carte bancaire. Elle m'a regardé et m'a demandé si je pouvais lui prêter 5 € pour acheter du pain. Il a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Je n'ai pas réfléchi une seconde. J'ai sorti mon portefeuille et je lui ai donné 10 €. Je lui ai dit de garder la monnaie. Et je lui ai dit que si elle avait besoin de quoi que ce soit, elle pouvait toujours compter sur moi. Delphine a baissé la tête, honteuse. Ce n'était pas un test pour moi à ce moment-là. C'était juste, normal, naturel. Parce que c'est ce qu'on fait quand on respecte quelqu'un, quand on aime quelqu'un. Étienne a regardé Delphine avec une tristesse profonde. Personne ne t'a demandé d'être riche, Delphine. Personne ne t'a demandé d'avoir une carrière prestigieuse ou de porter des vêtements de marque. On t'a juste demandé d'être humaine, gentille, respectueuse. Il s'est rassis, tenant la main d'Aurélie. Le silence était lourd, oppressant. Nicolas a pris la parole à nouveau, sa voix plus calme maintenant, mais tout aussi déterminée. Pendant des années, j'ai cherché quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait être mon Aurélie, mon partenaire, ma famille. Il a regardé Delphine. J'ai cru que tu étais cette personne. J'ai vraiment cru. Delphine sanglotait, la tête entre les mains. Mais tu as échoué au test le plus simple du monde, le test de base de l'humanité. Et pire encore, tu as blessé la personne qui compte le plus dans ma vie. Il s'est tourné vers moi, ma mère. Cette femme extraordinaire qui a sacrifié tant de choses pour moi, pour ma sœur, pour nous donner une vie meilleure. Et toi, tu l'as traitée comme si elle n'était rien. André s'est levé et s'est placé à côté de moi, posant une main protectrice sur mon épaule. Je l'ai couvert de la mienne, sentant sa chaleur, sa force. « Je vais te dire quelque chose, Delphine », a continué Nicolas. « Ma mère et mon père ont bâti un empire de 52 millions d'euros en partant de rien. De rien. Ils ont travaillé jour et nuit, pendant des années,
dans l'ombre, sans jamais se vanter, sans jamais chercher la reconnaissance. Sa voix tremblait d'émotion. Ils vivent dans un appartement modeste. Ils conduisent une vieille voiture. Ils font leurs courses au marché local. Pas parce qu'ils n'ont pas le choix, mais parce qu'ils sont humbles, parce qu'ils savent que la vraie richesse n'est pas dans l'argent, mais dans le caractère. Il a fait quelques pas vers Delphine. Et toi, qui n'as presque rien, qui mens sur ta vie, qui dois de l'argent à tout le monde, tu oses les juger? Tu oses traiter ma mère avec mépris? Delphine a levé les yeux vers lui, le visage ravagé par les pleurs. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Et c'est exactement ça le problème. Nicolas a élevé la voix à nouveau. Tu ne savais pas. Si tu avais su qu'ils étaient riches, tu aurais été la personne la plus gentille du monde. Tu aurais prêté les 5 € avec un grand sourire. Tu aurais été parfaite. Mais tu ne l'as pas fait, parce que tu pensais qu'ils n'avaient de rien. Alors tu les as traités comme de la merde. Le mot a résonné dans la pièce comme une gifle. Aurélie a tressailli. Même les enfants, dans le salon, se sont tus complètement. Delphine pleurait si fort maintenant qu'elle pouvait à peine respirer. Je t'en supplie, Nicolas. Donne-moi une autre chance. Je changerai. Je te le promets. Non. Le mot était final, définitif. Il n'y a pas de seconde chance pour ce genre de comportement, parce que ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Tu as choisi de rire, tu as choisi d'humilier, tu as choisi de mépriser. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée et l'a ouverte. Le courant d'air froid de novembre s'est engouffré dans l'appartement, faisant vaciller les flammes des bougies sur la table. Je pense qu'il est temps que tu partes. Delphine est restée immobile un instant, comme si elle espérait encore que tout cela n'était qu'un cauchemar. Puis, lentement, elle a ramassé son sac Chanel. Ses mains tremblaient tellement qu'elle a failli le faire tomber. Elle a avancé vers la porte d'un pas hésitant. Quand elle est arrivée à ma hauteur, elle s'est arrêtée. Elle m'a regardée, les yeux suppliants. « Madame Carpentier, je suis vraiment désolée. Sincèrement. » J'ai levé les yeux vers elle. Pour la première fois de la soirée, j'ai parlé. Ma voix était douce, sans colère, mais empreinte d'une tristesse infinie. Je sais que tu es désolée, Delphine, mais tu n'es désolée que parce que tu as été démasquée, pas parce que tu regrettes vraiment ce que tu as fait. J'ai fait une pause. Si nous avions été vraiment pauvres, tu n'aurais jamais pensé à moi une seule fois après ce jour-là. Elle a ouvert la bouche pour protester, mais aucun son n'est sorti, parce qu'elle savait que c'était vrai. Delphine a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Ses larmes tombaient sur le parquet ancien, formant de petites taches sombres sur le bois usé. Elle a serré son sac contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire contre la honte qui l'écrasait. Je voulais juste. Sa voix n'était qu'un murmure brisé. Je voulais juste être acceptée, être aimée. J'ai grandi sans rien, vous savez. Ma famille. On n'avait jamais d'argent. J'ai toujours été la fille pauvre à l'école, celle dont on se moquait. J'ai juré que quand je serais adulte, ce serait différent, que je serais quelqu'un. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, une once de compassion malgré tout, parce que je comprenais cette douleur. André et moi aussi, nous avions grandi sans rien. Nous avions connu la faim, l'humiliation, le regard méprisant des autres. Mais nous avions fait un choix différent. Nous avions choisi de rester humbles, de rester humains. Delphine, j'ai dit doucement, je comprends d'où tu viens, vraiment. Mais la pauvreté n'excuse pas la cruauté. Elle ne justifie pas l'arrogance envers ceux que tu crois plus faibles. Au contraire, elle devrait t'enseigner l'empathie, la compassion. Elle a hoché la tête, sanglotant. Je sais, j'ai tout gâché. André s'est avancé. Sa voix était grave, empreinte d'une autorité naturelle. L'argent révèle qui nous sommes vraiment, Delphine. Il ne change pas notre nature, il l'amplifie. Il a fait une pause. Nous avons 52 millions d'euros, mais nous vivons dans cet appartement modeste. Nous conduisons une vieille voiture. Nous achetons notre pain à la boulangerie du coin. Parce que l'argent n'est qu'un outil. Ce qui compte, c'est ce que tu es à l'intérieur.
Nicolas était toujours près de la porte, bras croisés, le visage fermé. Il regardait Delphine avec un mélange de tristesse et de dégoût. « Tu aurais pu être différente. Tu aurais pu être honnête depuis le début, mais tu as choisi le mensonge. La manipulation. Le mépris. » Delphine a fait un pas vers lui, tendant une main tremblante. « Nicolas, s'il te plaît, je peux changer. Laisse-moi te prouver. » Non. Il a reculé, évitant son contact. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une question de te donner une chance de changer. C'est une question de confiance. Et cette confiance, tu l'as détruite, irrémédiablement. » Aurélie, qui était restée silencieuse jusque-là, s'est levée. Elle a pris Emma dans ses bras, la petite fille qui commençait à s'endormir. Sa voix était calme, mais ferme. « Delphine, je ne te connais pas très bien, mais je sais une chose. Quand j'ai rencontré Étienne, mes parents ne nous ont jamais parlé de leur argent. Jamais. Même après notre mariage. Même après la naissance de Léo et Emma. » Elle a regardé vers nous avec un amour immense. Ils nous l'ont révélé seulement cette année, parce qu'ils voulaient être sûrs que les personnes dans notre vie nous aimaient pour qui nous sommes, pas pour ce que nous possédons. Elle a caressé les cheveux de sa fille endormie. C'est ça, l'amour véritable. C'est ça, la famille. Et toi, tu as montré que tu n'en faisais pas partie. Les mots d'Aurélie ont résonné dans le silence pesant. Delphine semblait se recroqueviller sur elle-même, écrasée par le poids de son échec. Étienne s'est levé à son tour, Léo dans les bras. Le petit garçon, sentant la tension, avait enfoui son visage dans le cou de son père. « Delphine, je vais te dire quelque chose que mon propre père m'a appris quand j'étais jeune. Il était ouvrier dans une usine textile. Il gagnait à peine de quoi nous nourrir. Mais il m'a dit « Étienne, peu importe combien d'argent tu auras dans la vie, ne laisse jamais personne te faire sentir supérieur ou inférieur. Traite tout le monde avec le même respect. » Il a regardé Delphine tristement. « C'est la leçon la plus importante de ma vie, et toi, tu ne l'as jamais apprise. » Delphine pleurait maintenant sans retenue, son corps secoué de sanglots violents. Son mascara avait coulé jusqu'à son menton, formant des traînées noires grotesques sur sa peau pâle. Sa belle robe noire semblait soudain trop voyante, trop prétentieuse dans notre salon simple. « Je suis une personne horrible. » Elle a murmuré entre deux sanglots. « Je le sais maintenant. Je suis horrible. » Nicolas a secoué la tête. « Non, Delphine, tu n'es pas horrible. Tu es perdue. Tu as construit ta vie sur des mensonges et des apparences. Et maintenant, tout s'effondre. » Il s'est approché d'elle, mais pas pour la réconforter, pour être sûr qu'elle entende bien ce qu'il allait dire. « Je vais te donner un conseil, gratuit. Va voir les gens à qui tu dois de l'argent. Rembourse-les, un par un, même si ça te prend des années. Va voir Sarah, Maxime, Lucas, tous les autres. Présente-toi et dis-leur la vérité. Demande pardon. C'est le seul moyen de commencer à reconstruire quelque chose. » Delphine a hoché la tête faiblement. « Je le ferai, je te le promets. Je vais tout arranger. Fais-le pour toi, pas pour moi. » Nicolas a ouvert la porte plus largement. Le vent froid de novembre s'est engouffré dans l'appartement avec plus de force, faisant claquer les rideaux. « Parce que toi et moi, c'est terminé, définitivement. » Elle a avancé vers la porte, chancelante, comme une condamnée marchant vers l'échafaud. Arrivée au seuil, elle s'est retournée une dernière fois. Son regard a balayé la pièce, s'arrêtant sur chacun de nous. Sur Aurélie et ses enfants endormis. Sur Étienne, digne et silencieux. Sur André, protecteur à mes côtés. Sur moi, la femme qu'elle avait humiliée. Et enfin sur Nicolas, l'homme qu'elle avait perdu. « Je ne vous oublierai jamais. » Sa voix était à peine audible. Cette leçon, je ne l'oublierai jamais. Et elle est partie. Ses talons ont claqué sur les marches de l'escalier, le son résonnant dans la cage d'escalier comme un écho de sa chute. De plus en plus faible, de plus en plus lointain, jusqu'à ce qu'on entende la porte de l'immeuble se refermer avec un bruit sourd. Nicolas a fermé la porte de l'appartement et s'est appuyé contre elle, les yeux fermés. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Le silence était épais, chargé d'émotions contradictoires. Soulagement, tristesse, fatigue.
Puis, lentement, Nicolas s'est laissé glisser le long de la porte jusqu'à s'asseoir par terre. Il a posé sa tête entre ses mains. Et pour la première fois de la soirée, il a pleuré. Des sanglots profonds, libérateurs, qui venaient du plus profond de son être. Je me suis levée et je suis allée vers lui. Je me suis agenouillée à côté de mon fils, ignorant la douleur dans mes genoux. J'ai passé mes bras autour de lui, le serrant contre moi, comme je le faisais quand il était petit et qu'il avait peur de l'orage. « Je suis désolée, maman. » Il a murmuré entre deux sanglots. « Je suis tellement désolée de ce qu'elle t'a fait. Je ne savais pas, si j'avais su. » Chut. J'ai caressé ses cheveux grisonnants. Mon petit garçon qui n'était plus si petit. « Tu n'as rien à te reprocher. Tu as été courageux. Tu as fait ce qu'il fallait. » André s'est agenouillé de l'autre côté de Nicolas. Il a posé une main ferme sur l'épaule de son fils. « Tu mérites mieux, mon garçon, beaucoup mieux, et tu trouveras. J'en suis certain. » Aurélie s'est approchée aussi, posant Emma délicatement sur le canapé avant de rejoindre notre étreinte familiale. Étienne est resté debout, respectueux, donnant à la famille son moment d'intimité, mais ses yeux brillaient de compassion. Nous sommes restés ainsi pendant de longues minutes, enlacés sur le parquet froid de l'entrée. Une famille soudée par l'épreuve, renforcée par la vérité. Les sanglots de Nicolas se sont progressivement calmés, laissant place à une respiration lourde, épuisée. Il a essuyé ses yeux rougis avec le dos de sa main, gêné de s'être ainsi laissé aller devant tout le monde. « Ça va aller, mon chéri. » J'ai murmuré en lui caressant le visage. « Je te promets que ça va aller. » Il a hoché la tête faiblement. André l'a aidé à se relever, et nous sommes tous retournés vers la table. Le dîner était froid maintenant, les bougies presque entièrement consumées. Mais personne n'avait faim de toute façon. L'appétit avait été remplacé par un besoin différent, celui de se retrouver, de se parler, de guérir ensemble. Nous nous sommes rassis autour de la table. Étienne a versé du vin pour tout le monde, même pour Aurélie qui n'en buvait presque jamais. Nous en avions besoin. Léo et Emma dormaient paisiblement sur le canapé, blottis l'un contre l'autre sous une couverture en laine que j'avais posée sur eux. Nicolas a bu une longue gorgée de vin, puis a posé son verre. Il regardait fixement la nappe blanche, perdu dans ses pensées. « J'ai été aveugle, n'est-ce pas ?» Sa voix était rauque, fatiguée. « Non. » André a répondu fermement. « Tu as été amoureux. Ou du moins, tu pensais l'être. C'est différent. » Mais tous les signes étaient là. Sa façon de parler, sa façon de regarder notre appartement, ses remarques constantes sur l'argent, le luxe, les apparences. Nicolas a secoué la tête, amer. Comment ai-je pu être aussi stupide? Aurélie a tendu la main par-dessus la table et a saisi celle de son frère. Parce que tu voulais croire en elle, parce que tu es quelqu'un de bien, Nicolas. Tu vois le meilleur chez les gens. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une qualité. Une qualité qui m'a presque coûté ma famille. Il a regardé vers moi. Maman, quand elle t'a parlé comme ça dans la voiture, quand elle a refusé de te prêter 5 €, qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai pris une profonde inspiration. C'était difficile d'en parler. Les émotions étaient encore trop fraîches, trop vives. J'ai ressenti de la tristesse, pas de la colère, de la tristesse, parce que j'ai compris à ce moment-là que tu allais souffrir, que nous allions devoir te montrer qui elle était vraiment, et je savais que ça te briserait le cœur. Les larmes sont revenues dans les yeux de Nicolas. Je suis tellement désolée. Arrête de t'excuser. André a dit avec fermeté. Tu n'as rien fait de mal, c'est elle qui a échoué, pas toi. Étienne, qui était resté silencieux, a toussé doucement. Si je peux me permettre. Nicolas, je comprends ce que tu traverses. Avant Aurélie, j'ai eu des relations qui se sont mal terminées. Des femmes qui me jugeaient sur mon travail, sur mon compte en banque. C'est douloureux, ça te fait douter de toi-même. Il a bu une gorgée de vin, choisissant ses mots avec soin. Mais tu sais ce que j'ai appris? Que les bonnes personnes ne se soucient pas de ces choses. Les bonnes personnes voient ton cœur, ton âme, pas ton portefeuille. Aurélie a souri à son mari, les yeux brillants d'amour. Quand Étienne est venu me chercher pour notre premier rendez-vous, il conduisait cette vieille Renault qui faisait un bruit terrible.
Il portait un jean déchiré aux genoux et un t-shirt froissé. Il avait oublié de se raser. Elle a ri doucement. « Et tu sais quoi? Je suis tombée amoureuse de lui ce soir-là, parce qu'il était authentique. » Vrai. Il ne prétendait pas être quelqu'un d'autre. Étienne a rougi légèrement, gêné par les compliments. J'étais juste moi-même. Je n'avais pas les moyens d'être quelqu'un d'autre de toute façon. C'est exactement ça. J'ai dit en pointant du doigt. L'authenticité, c'est ce que nous cherchions chez Delphine, et c'est ce qu'elle n'avait pas. Elle jouait un rôle, elle portait un masque. Et quand le masque est tombé, il n'y avait rien en dessous, juste du vide et de l'amertume. Nicolas a acquiescé lentement. Je pense que j'ai été attiré par ce qu'elle représentait, l'idée d'elle, la belle femme sophistiquée, élégante, qui semblait avoir tout sous contrôle. Il a souri tristement. Mais c'était une illusion, une construction fragile bâtie sur des mensonges. André s'est levé et a commencé à débarrasser la table. Je l'ai rejoint, empilant les assiettes encore pleines. Nous avions l'habitude de ces gestes simples, quotidiens, qui créent l'intimité et la routine d'une famille aimante. « Vous savez, » Nicolas a repris en nous regardant, « quand vous m'avez annoncé que vous étiez riche, que vous aviez 52 millions d'euros, j'ai eu un choc, un énorme choc. Nous le savions. » André a dit en rinçant les assiettes dans l'évier. C'était le but, créer un moment de vérité, révéler les vraies intentions de chacun. Mais pourquoi ne nous l'avoir jamais dit avant, à Aurélie et moi, pendant toutes ces années? Nicolas semblait perplexe, presque blessé. Je me suis assise à nouveau, prenant le temps de formuler ma réponse. Parce que nous voulions que vous grandissiez avec les bonnes valeurs, que vous compreniez la valeur du travail, de l'humilité, de la simplicité. Si nous vous avions élevé dans le luxe, avec tout l'argent du monde, qui seriez-vous devenu? Aurélie a hoché la tête, comprenant. Vous aviez raison, j'ai grandi en appréciant les petites choses. Un repas fait maison, une promenade dans le parc, une soirée en famille. Si j'avais su que nous étions riches, j'aurais peut-être développé des attentes différentes, des besoins superficiels. Exactement. André a dit en s'essuyant les mains sur un torchon. L'argent corrompt, pas toujours, mais souvent. Nous voulions vous protéger de cette corruption, vous donner une base solide, des racines profondes. Nicolas a réfléchi un moment, puis a souri. Un vrai sourire cette fois, le premier de la soirée depuis le départ de Delphine. Vous êtes des génies, vous savez ça? Des génies malicieux, mais des génies quand même. Nous avons tous ri. Un rire libérateur, cathartique, qui a chassé une partie de la tension accumulée. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Aurélie a demandé. Avec tout cet argent, on déménage dans un château? On achète des voitures de luxe? André et moi avons échangé un regard complice. Non, j'ai dit simplement. Nous restons exactement où nous sommes, dans cet appartement, avec notre vieille Peugeot, vivant simplement. Mais pourquoi? Nicolas semblait sincèrement confus. Vous avez travaillé toute votre vie. Vous méritez de profiter de votre argent. Nous profitons, André a dit en s'asseyant. Nous profitons de moments comme celui-ci, de notre famille réunie autour de cette table, de nos petits-enfants qui dorment sur le canapé, de votre amour, de votre respect, de votre présence. Il a fait une pause. C'est ça la vraie richesse, pas l'argent dans un compte en banque. J'ai ajouté, l'argent est pour vous, pour vos projets, pour l'éducation de Léo et Emma, pour votre sécurité, pour votre avenir. Mais nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. Le silence qui a suivi était paisible, réconfortant. Nous étions ensemble, unis, plus forts qu'avant. La nuit avançait doucement. Dehors, Lyon s'était endormi sous un ciel sans étoiles. Les lampadaires de la rue projetaient une lumière jaune et douce à travers nos fenêtres. L'atmosphère dans l'appartement avait changé. La tension s'était dissipée, remplacée par une chaleur familiale que je connaissais bien, cette intimité précieuse qui naît après les tempêtes. Nicolas s'est levé et s'est dirigé vers le salon où dormaient Léo et Emma. Il s'est agenouillé près d'eux, observant leurs petits visages paisibles, leur respiration lente et régulière. Il a caressé doucement les cheveux de Léo, et j'ai vu ses épaules se détendre un peu plus. « Ils sont chanceux », a-t-il murmuré sans se retourner. « Ils ont des parents extraordinaires,
Des grands-parents extraordinaires. Ils grandissent entourés d'amour véritable. Aurélie la rejoint, posant une main sur l'épaule de son frère. Tu auras ça aussi un jour, Nicolas. J'en suis certaine. Tu rencontreras quelqu'un qui te mérite, quelqu'un de bien. Je l'espère. Il s'est relevé, essuyant discrètement ses yeux. Mais pour l'instant, je pense que j'ai besoin de temps, de me retrouver, de comprendre comment j'ai pu me tromper à ce point. Étienne s'est approché. Si je peux te donner un conseil, ne te ferme pas, ne deviens pas cynique. Ce qui s'est passé ce soir ne définit pas toutes les femmes. Delphine était... Delphine. Mais il y a des personnes authentiques là-dehors, des personnes qui cherchent exactement ce que tu cherches. Comment je les reconnaîtrai ? Nicolas a demandé, et dans sa voix, j'ai entendu la vulnérabilité d'un enfant perdu. Tu feras attention aux petites choses. J'ai répondu en les rejoignant dans le salon. Pas aux grandes déclarations, pas aux promesses grandioses, mais aux gestes simples, à la façon dont elle traite un serveur dans un restaurant, à la manière dont elle parle de ses anciens amis, à son honnêteté quand elle raconte son passé. André a complété ma pensée. Et surtout, observe comment elle se comporte quand elle pense que personne ne regarde. C'est là que tu verras son vrai visage. Nicolas a hoché la tête lentement, absorbant nos paroles comme un homme assoiffé boit de l'eau. Vous avez raison. Je le sais, c'est juste. Difficile. J'ai vraiment cru en elle, vous savez. J'ai vraiment pensé que c'était la bonne. Je sais, mon chéri. J'ai pris son visage entre mes mains, le forçant à me regarder dans les yeux. Mais maintenant, tu es plus sage, plus fort, et la prochaine fois tu sauras mieux. Aurélie a bâillé, fatiguée par les émotions de la soirée. Il faudrait qu'on rentre. Les enfants vont se réveiller tôt demain matin. Elle a regardé Étienne qui a acquiescé. Nous avons aidé à réveiller délicatement Léo et Emma. Les petits étaient confus, à moitié endormis, se frottant les yeux avec leurs petits poings. Aurélie a habillé Emma pendant qu'Étienne enfilait le manteau de Léo. « Merci pour ce dîner », Aurélie m'a dit en m'embrassant. Même si, enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai souri. Je comprends parfaitement. Merci d'avoir été là. Pour nous, pour ton frère. Elle s'est tournée vers Nicolas et l'a serré fort dans ses bras. « Tu m'appelles si tu as besoin, d'accord ? N'importe quand, jour ou nuit. » Promis. Il a embrassé sa sœur sur le front. Étienne lui a serré la main avec fermeté. « Courage, Nicolas, ça va aller, je te le promets. » Ils sont partis, emmenant avec eux le bruit joyeux des enfants et laissant derrière eux un silence apaisant. Nicolas était toujours là, debout au milieu du salon, les mains dans les poches, l'air perdu. « Tu veux rester cette nuit ?» J'ai proposé. « Ta chambre est toujours là, comme avant. » Il a souri faiblement. « Non, maman. Merci. Je pense que j'ai besoin d'être seule, de réfléchir, de digérer tout ça. » André lui a donné une accolade virile, ces étreintes courtes mais pleines de sens que les hommes se donnent. « Tu es fort, mon fils, plus fort que tu ne le penses. Tu vas rebondir. »« Je vais essayer, papa. » Nicolas a enfilé son manteau, une vieille veste en cuir marron qu'il portait depuis des années. « Et merci pour ce que vous avez fait. Pour m'avoir ouvert les yeux, même si ça fait mal, c'était nécessaire. C'est notre rôle de parent, » j'ai dit en l'accompagnant jusqu'à la porte, « de te protéger, même quand tu ne veux pas être protégé. » Il m'a embrassé une dernière fois, longuement, comme pour puiser de la force dans cette étreinte maternelle. Puis il est parti, descendant les escaliers d'un pas lent, lourd. J'ai refermé la porte et me suis appuyée contre elle, exactement comme Nicolas l'avait fait plus tôt. André est venu vers moi et m'a prise dans ses bras. Nous sommes restés ainsi, enlacés dans le silence de notre appartement retrouvé. « Tu penses qu'il va s'en remettre ?» J'ai murmuré contre son épaule. « Oui. » André a répondu sans hésitation. « Il est notre fils. Il a notre force. Il va souffrir, oui, mais il va guérir et il en sortira meilleur. » Nous avons terminé de ranger la cuisine ensemble, dans cette chorégraphie familière de 40 ans de vie commune. André lavait, je séchais. Pas besoin de parler, juste être ensemble dans le confort de notre routine. Quand tout a été rangé, nous nous sommes assis sur le canapé, exactement là où Léo et Emma dormaient quelques minutes plus tôt. J'ai posé ma tête sur l'épaule d'André et il a passé son bras autour de moi. « Tu as été parfaite ce soir. »
Il a dit doucement. La façon dont tu as annoncé la nouvelle, la façon dont tu as parlé à Delphine, calme, digne, sans cruauté. Je n'ai pas pris de plaisir à la voir souffrir. J'ai murmuré, malgré ce qu'elle m'a fait. C'est une jeune femme perdue, André, brisée. Et ce soir, nous l'avons brisée encore plus. Non, André a été ferme. Ce soir, nous lui avons montré la vérité. Ce qu'elle en fera, c'est son choix. Peut-être qu'elle va changer. Peut-être qu'elle va apprendre. Ou peut-être qu'elle va continuer sur le même chemin. Ce n'est plus notre responsabilité. Il avait raison, bien sûr. Il avait toujours raison sur ces questions de morale et de responsabilité. C'était l'une des raisons pour lesquelles je l'aimais tant. Tu te souviens quand nous avons commencé l'entreprise? J'ai dit après un long silence. En 1989, nous avions 29 ans. Nous n'avions rien. Juste un petit bureau loué dans une banlieue de Genève. Un ordinateur d'occasion, un téléphone à cadran. André a ri doucement. Et nos premiers clients pensaient que nous étions fous. Une petite entreprise de logistique française qui voulait conquérir l'Europe. Mais nous l'avons fait. J'ai souri au souvenir. Petit à petit, client après client, contrat après contrat, nous avons grandi. Et nous n'avons jamais oublié d'où nous venions. André a ajouté, « C'était important pour toi, de rester humble, de ne jamais devenir ces personnes que nous détestions, ces riches arrogants qui méprisent ceux qui ont moins. Parce que nous avons été ces gens qui avaient moins. » J'ai dit, la voix chargée d'émotion. Nous connaissons la honte de ne pas pouvoir payer son loyer, l'humiliation de compter chaque centime, la douleur d'être jugé pour ce que tu n'as pas. André m'a serré plus fort. Et c'est pour ça que le test des 5 € est si important. Il révèle tout. Il montre qui est capable de compassion et qui ne l'est pas. Delphine a échoué, j'ai murmuré. Complètement. Oui, mais Étienne avait réussi, brillamment. André a souri. Et un jour, quelqu'un d'autre réussira. Pour Nicolas, j'en suis certain. Nous sommes restés ainsi longtemps, perdus dans nos pensées, bercés par le silence de la nuit. La pendule ancienne dans le couloir a sonné minuit. 12 coups lents, réguliers, marquant la fin de cette journée extraordinaire. Les jours suivants ont été étranges, comme si le temps s'était ralenti, comme si notre vie avait basculé dans une nouvelle réalité. Nicolas nous appelait tous les jours, parfois juste pour entendre nos voix, pour se rassurer que nous étions là. Je pouvais sentir sa douleur à travers le téléphone, cette blessure profonde qui mettrait du temps à cicatriser. Le mercredi suivant, une semaine après le dîner mémorable, j'étais dans la cuisine en train de préparer du thé quand la sonnette a retenti. J'ai regardé par l'œilleton et j'ai eu un choc. C'était Delphine, elle était méconnaissable, pas de maquillage. Cheveux attachés en queue de cheval simple. Un jean ordinaire, un pull gris sans marque. Son visage était pâle, creusé, marqué par le manque de sommeil. Elle tenait quelque chose dans ses mains, une enveloppe blanche. J'ai ouvert la porte lentement. André était sorti faire des courses. J'étais seule. Delphine. « Madame Carpentier ». Sa voix était à peine audible. Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici. Je sais que vous ne voulez plus jamais me voir, mais je devais venir. S'il vous plaît, juste 5 minutes. J'ai hésité. Tous mes instincts me disaient de refermer la porte. Mais quelque chose dans son regard, une sincérité désespérée, m'a fait changer d'avis. Entre. Elle est entrée comme une condamnée, les épaules voûtées, le regard baissé. Elle n'a même pas regardé l'appartement cette fois. Elle s'est assise sur le bord du canapé, raide, mal à l'aise. Je me suis assise en face d'elle, les mains jointes sur mes genoux. « Qu'est-ce que tu veux, Delphine ?» Elle a tendu l'enveloppe vers moi d'une main tremblante. « C'est pour vous, pour ce que j'ai fait. » J'ai pris l'enveloppe et l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait un billet de 5 € et une lettre manuscrite. J'ai commencé à lire. « Madame Carpentier, ces 5 € ne changeront rien, je le sais. Ils ne peuvent pas effacer l'humiliation que je vous ai infligée. Ils ne peuvent pas réparer ce que j'ai brisé. Mais c'est tout ce que j'ai pour commencer. » Ces derniers jours, j'ai fait beaucoup de réflexions. J'ai regardé ma vie en face. Ce que j'ai vu m'a terrifiée. J'ai contacté toutes les personnes à qui je devais de l'argent.
Sarah, Maxime, Lucas, tous les autres. Je leur ai demandé pardon. Je leur ai proposé un plan de remboursement. Certains ont accepté. D'autres ont refusé de me parler. Je les comprends. J'ai aussi arrêté de mentir sur mon travail, sur ma vie. J'ai commencé à voir une thérapeute. Je dois apprendre à vivre avec qui je suis vraiment, pas avec qui je prétends être. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que vous sachiez que votre leçon n'a pas été vaine. Vous m'avez ouvert les yeux sur ce que j'étais devenue. Une personne que je déteste. Mais je vais changer. Pas pour Nicolas, pas pour vous. Pour moi. Merci de m'avoir montré la vérité, même si elle était douloureuse. Delphine. J'ai replié la lettre lentement. Mes mains tremblaient légèrement. J'ai regardé Delphine. Elle pleurait en silence, les larmes coulant sur ses joues sans maquillage. « Tu as commencé à rembourser les gens ?» J'ai demandé doucement. Elle a hoché la tête. J'ai vendu mon sac Chanel, mes chaussures de marque, tout ce qui avait de la valeur. J'ai récolté 3 000 €. J'ai remboursé Sarah en premier. Elle m'a regardée comme si j'étais folle, mais elle a accepté l'argent. Maxime aussi. Lucas a refusé de me voir. Il m'a dit de le laisser tranquille. C'est un début, j'ai dit, et je le pensais vraiment. Delphine a levé les yeux vers moi, surpris. Vous ne me détestez pas ? Je ne t'ai jamais détesté, Delphine. J'ai répondu honnêtement. J'ai été blessée, déçue, triste, mais pas haineuse. La haine est un poison. Je refuse de la laisser entrer dans mon cœur. Elle a éclaté en sanglots, cette fois bruyamment, sans retenue. Je suis tellement désolée, tellement désolée. Si je pouvais revenir en arrière, si je pouvais changer ce que j'ai dit dans cette voiture. Mais tu ne peux pas. J'ai dit fermement mais gentiment. Personne ne peut revenir en arrière. Tout ce que tu peux faire, c'est avancer, apprendre, devenir meilleur. Je vais essayer. Elle a essuyé ses yeux avec ses mains. Je vais vraiment essayer. Ma thérapeute dit que j'ai construit ma vie sur de la peur. La peur de ne pas être assez bien. La peur d'être jugée. Alors, j'ai créé ce personnage. Cette Delphine riche, sophistiquée, qui n'avait besoin de personne. Mais ce n'était pas toi, j'ai dit. Non, ce n'était pas moi. Elle a pris une profonde inspiration. La vraie moi est terrifiée, perdue, fauchée. Mais au moins, elle est vraie. Nous sommes restés silencieuses un moment. J'ai regardé le billet de 5 € sur mes genoux. Puis, j'ai pris une décision. Garde-le. J'ai tendu le billet vers elle. Elle a secoué la tête violemment. Non, je ne peux pas. C'est pour vous. C'est symbolique. Justement, garde-le comme symbole. Un rappel de ce que tu ne veux plus jamais devenir. J'ai insisté. Ou donne-le à quelqu'un qui en a besoin. À un sans-abri. À une association caritative. Fais-en quelque chose de bien. Delphine a pris le billet avec des mains tremblantes. Merci. Merci de ne pas me haïr. Merci de m'écouter. Et Nicolas, j'ai demandé. Je devais savoir. Elle a baissé les yeux. Je ne lui ai pas parlé. Je ne lui parlerai pas. C'est fini. Je le sais. Il mérite mieux que moi. Beaucoup mieux. Sa voix s'est brisée. Je l'aimais, vous savez. À ma façon tordue et égoïste, je l'aimais vraiment. Alors laisse-le partir. J'ai dit doucement. Laisse-le trouver quelqu'un qui l'aimera de la bonne façon, quelqu'un qui le mérite. Je sais. Elle s'est levée, essuyant ses yeux une dernière fois. Je vais y aller maintenant. Merci de m'avoir reçu. Merci de ne pas avoir appelé la police ou, je ne sais pas. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte. Avant qu'elle parte, je lui ai touché le bras. Delphine, tu peux changer. Vraiment, si tu le veux assez fort, si tu es honnête avec toi-même, tu peux devenir quelqu'un de bien. Elle a hoché la tête, les larmes revenant. Je vais essayer, je vous le promets. Et elle est partie, cette fois sans claquer des talons, sans arrogance. Juste une jeune femme brisée qui essayait de ramasser les morceaux de sa vie. Quand André est rentré 1 heure plus tard, je lui ai tout raconté. Il a écouté en silence, puis a hoché la tête. Tu as bien fait de la recevoir. Elle avait besoin de ça, de fermeture. Tu penses qu'elle va vraiment changer ? J'ai demandé. Je ne sais pas. Il a répondu honnêtement. Peut-être, peut-être pas. Mais au moins, elle essaie.
C'est plus que ce que beaucoup de gens font. Les semaines ont passé. Novembre est devenu décembre. Lyon s'est paré de décorations de Noël. Les marchés de Noël ont ouvert, remplissant les rues d'odeurs de vin chaud et de marrons grillés. Nicolas venait nous voir régulièrement. Il allait mieux. Lentement, mais sûrement. La blessure guérissait. Un soir de mi-décembre, nous étions tous réunis à nouveau. Aurélie, Étienne, les enfants, Nicolas, André et moi. Autour de la même table. Mais cette fois, l'atmosphère était légère, joyeuse. Léo racontait des histoires de l'école. Emma dessinait avec des crayons de couleur. C'était une soirée parfaite. Simple, chaleureuse, remplie de rires et d'amour. Exactement comme j'aimais. Nicolas semblait plus détendu que je ne l'avais vu depuis des mois. Il jouait avec Léo et Emma, les faisant rire aux éclats avec ses grimaces et ses voix drôles. Mon cœur se gonflait de bonheur en le voyant ainsi. Après le dîner, alors que les enfants jouaient dans le salon et qu'Aurélie aidait à débarrasser, Nicolas m'a prise à part dans la cuisine. Son visage était sérieux, mais pas triste, réfléchi. « Maman, je voulais te dire quelque chose. » Il a commencé, ses mains dans les poches de son jean. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup pensé à tout ce qui s'est passé, à Delphine, à la leçon que vous m'avez donnée. J'ai arrêté de rincer les assiettes et me suis tournée vers lui, attentive. J'ai réalisé quelque chose d'important. Il a continué. Pendant des années, j'ai cherché l'amour comme si c'était une destination. Comme si je devais absolument trouver quelqu'un pour être complet, pour être heureux. Et maintenant, j'ai demandé doucement. Maintenant, je comprends que je dois d'abord être bien avec moi-même, que je dois savoir qui je suis, ce que je veux, ce que je représente, avant de pouvoir partager ma vie avec quelqu'un d'autre. Il a souri. C'est stupide qu'il m'ait fallu 35 ans pour comprendre ça. Ce n'est pas stupide. J'ai posé ma main sur sa joue. C'est humain. Nous apprenons tous à notre rythme. Nicolas a pris ma main et l'a serrée. Tu sais ce qui me fait le plus de peine dans toute cette histoire. Ce n'est pas d'avoir perdu Delphine. C'est de t'avoir exposé à son mépris, à son humiliation. Si je pouvais effacer ce moment dans la voiture, je le ferais sans hésiter. Non, j'ai dit fermement. Ne regrette pas. Ce moment était nécessaire. Il nous a tous fait grandir. Toi, moi, toute la famille. Et peut-être même Delphine. Tu crois qu'elle va s'en sortir ? Il a demandé, et j'ai entendu une once de compassion dans sa voix malgré tout. Je ne sais pas, mon chéri, mais j'espère. J'espère sincèrement qu'elle va apprendre à s'aimer pour qui elle est vraiment, pas pour qui elle prétend être. J'ai fait une pause. Elle est venue me voir, tu sais, il y a quelques semaines. Nicolas a écarquillé les yeux. Vraiment, qu'est-ce qu'elle voulait ? S'excuser, me rendre les 5 € symboliquement, me dire qu'elle essayait de changer. J'ai souri doucement. Je l'ai écoutée. Je lui ai dit qu'elle pouvait devenir meilleure si elle le voulait vraiment. Nicolas est resté silencieux un moment, digérant l'information. « Tu es trop bonne, maman. » Moi, je ne sais pas si j'aurais pu lui parler. La bonté n'est pas une faiblesse, Nicolas. C'est une force, la plus grande force qui soit. J'ai repris le lavage des assiettes. La haine, la rancune, elles nous détruisent de l'intérieur. Le pardon, l'empathie, ils nous libèrent. André est entré dans la cuisine à ce moment-là, portant une pile d'assiettes sales. « Ah, vous complotez sans moi ?» Nicolas a ri. Maman me donne une leçon de sagesse, comme d'habitude. Ta mère est la femme la plus sage que je connaisse. André a dit en m'embrassant sur la joue. C'est pour ça que je l'ai épousée. Je croyais que c'était pour ma beauté. J'ai plaisanté. Ça aussi. Il a souri. Mais surtout pour ta sagesse et ton poulet rôti. Nous avons ri tous les trois et j'ai senti quelque chose se réaligner dans l'univers. Comme si nous étions exactement là où nous devions être, dans ce moment précis. Plus tard dans la soirée, alors que tout le monde était reparti et qu'André et moi nous retrouvions seuls dans notre appartement silencieux, je me suis assise sur le canapé avec une tasse de thé. André lisait le journal à côté de moi, ses lunettes sur le bout du nez. « Tu sais ce qui me rend le plus fier ?» j'ai dit soudainement. Il a levé les yeux. « Quoi donc ?»« Nos enfants.
la façon dont ils ont réagi. Aurélie qui a défendu son frère. Nicolas qui a eu le courage de rompre. Leur honnêteté, leur intégrité. C'est le résultat de notre éducation, de nos valeurs. André a posé son journal. 52 millions d'euros dans un compte en banque, c'est impressionnant. Mais ça, il a pointé vers la porte par où nos enfants étaient repartis. Ça, c'est notre vraie richesse, notre véritable succès. Tu as raison. J'ai bu une gorgée de thé, sentant la chaleur se répandre dans ma poitrine. L'argent ne fait pas tout, il ne fait même pas grand-chose en fin de compte. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? André a demandé avec un sourire malicieux. On continue à vivre comme des pauvres pendant encore 30 ans ? J'ai ri. Pourquoi pas ? Ça nous a plutôt bien réussi jusqu'ici. Sauf peut-être. Il a réfléchi. On pourrait quand même changer cette vieille Peugeot. Elle a presque 20 ans. Elle commence à rendre l'âme. D'accord. J'ai concédé. On achète une voiture neuve, mais rien d'extravagant. Une petite voiture pratique, française. Une Renault ? Il a suggéré. Parfait. J'ai souri. Nous sommes restés silencieux un moment, savourant la paix de notre foyer. Dehors, Lyon scintillait sous les illuminations de Noël. Des familles se promenaient dans les rues, emmitouflées dans leurs manteaux, admirant les décorations. « Tu sais ce que j'aimerais ?» J'ai dit après un long silence. « Dis-moi. » Que Nicolas trouve quelqu'un, une vraie personne, authentique, bonne, qu'il aimera pour qui il est. Mes yeux se sont remplis de larmes. Il mérite tellement d'être heureux. André m'a prise dans ses bras. Il le sera, mon amour, je te le promets, il trouvera. Peut-être pas demain, peut-être pas l'année prochaine, mais il trouvera. Et cette fois, j'ai murmuré contre son épaule. Elle réussira le test des 5 euros. Sans aucun doute. Il a embrassé mes cheveux gris, sans le moindre doute. Les semaines avant Noël sont passées dans un flou de préparatifs. J'ai cuisiné, décoré l'appartement avec de simples guirlandes et un petit sapin artificiel que nous avions depuis des années. Aurélie et les enfants venaient souvent, transformant notre petit appartement en lieu de joie et de chaos joyeux. Nicolas passait également, de plus en plus souriant, de plus en plus apaisé. Il avait commencé à sortir avec des amis, à reprendre des hobbies qu'il avait abandonnés. Il allait mieux, vraiment mieux. Le jour de Noël, nous étions tous réunis une fois de plus. La table croulait sous les plats simples mais délicieux. Dinde rôtie, marron, purée de pommes de terre, légumes glacés. Rien de sophistiqué, juste de la bonne nourriture faite avec amour. Léo et Emma déballaient leurs cadeaux avec excitation. Des jouets simples, des livres, des vêtements chauds pour l'hiver, pas de gadgets électroniques coûteux, juste ce dont ils avaient besoin. « Mamie, c'est le plus beau Noël de ma vie !» Léo a crié en serrant un camion de pompiers en bois contre sa poitrine. Mon cœur a fondu. « Je suis contente, mon chéri. » André a levé son verre. Un toast. À la famille, à l'amour, à la vérité, et aux 5 euros les plus importants de nos vies. Nous avons tous ri et levé nos verres. Nicolas a croisé mon regard et m'a fait un clin d'œil. Il était guéri. Peut-être pas complètement, mais suffisamment. Et moi, Sylvie Carpentier, 64 ans, 52 millions d'euros sur un compte en Suisse, assise dans mon modeste appartement de Lyon avec ma famille autour de moi, je me suis sentie comme la femme la plus riche du monde. Parce qu'au final, ce n'est pas l'argent qui compte, c'est l'amour, c'est la famille, c'est l'intégrité, c'est le caractère. Et ces choses-là, aucune somme d'argent ne peut les acheter. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché autant qu'elle m'a marqué. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter d'où vous nous écoutez. À bientôt, et que l'amour et l'authenticité guident toujours vos pas.